Bonjour et bienvenue pour cette 262e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous parle essentiellement de VF, de bouquins, de nouveautés, de comics sortis récemment, de comics disponibles en bas de chez vous, disponibles de chez n'importe quel libraire, dans toutes les FNAC, sur originalcomics.fr bien entendu, et un petit peu partout. Je vous rappelle que depuis quelques jours maintenant, le port est offert sur originalcomics.fr à partir de 29 € d'achat, autant vous dire que c'est le prix d'un Deluxe. Donc si vous achetez un bouquin, un gros bouquin on va dire, eh bien vous payez plus le port, donc autant l'acheter sur originalcomics.fr qui, je vous le rappelle, est un site de comics indépendant, complètement indépendant, qui paye ses impôts en France et qui paye ses salariés et qui paye toutes les cotisations sociales. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de titres que j'adore, gros coup de cœur, une émission coup de cœur avec déjà la sortie dans la collection Marvel Now de Spider-Man Miles Morales sans le Ultimate. Pourquoi sans le Ultimate? Parce que vous savez que depuis Secret War, les univers ont fusionné et qu'il n'y a plus d'univers Ultimate, il n'y a plus qu'un univers commun, un univers unique, on va dire. Unique, c'est bien vite dit, et que maintenant Miles Morales et Peter Parker cohabitent dans New York. Peter Parker a un peu le rôle du padré, puisque lui il a Parker Industries et qu'il mène ses aventures, et le rôle du lycéen, donc un peu du jeune Peter Parker finalement, c'est Miles Morales qui qui joue ce rôle, voilà, maintenant. Brian Michael Bendis, qui a écrit Ultimate Spider-Man depuis le début, continue à nous régaler, et c'est vraiment le personnage qu'il écrit le mieux, je pense, hein, notamment sur la durée. Ça fait combien? Ça fait 17 ans qu'il scénarise maintenant cette série, c'est complètement dingue. Sarah Pichelli est de retour au dessin, c'est la 3e fois qu'elle revient, je crois, sur Ultimate Spider-Man, donc sur le Spider-Man, donc sur Miles Morales. Elle a co-créé le personnage avec Bendis, donc c'est plutôt du plaisir. Et c'est un dessin tout en élégance et en beauté auquel on a droit, puisque Sarah Pichelli nous régale. Son dessin a encore évolué, et d'ailleurs le Miles Morales n'est plus l'adolescent fragile des premiers numéros qu'on a lu dans le premier omnibus sorti l'année dernière. Sachez que le 2e omnibus sort dans un mois et qu'il ne faudra pas le rater, et que c'est bien entendu Brian Michael Bendis aux commandes, et que c'est disponible bien entendu en précommande sur originalcomics.fr. Je vous invite à le précommander bien entendu. Voilà, donc on retrouve Miles Morales. En fait, donc l'univers a été complètement intégré. Personne a priori n'a de souvenir qu'il y ait eu deux mondes, mais tout le monde cohabite dans ce monde et tout va très bien. Donc finalement, on pose pas trop de questions et c'est tant mieux. Et on retrouve un Miles Morales qui a les mêmes problèmes que Peter Parker à une époque. Il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il ait des bonnes notes. Et de l'autre côté, c'est un Avenger ou un Champions en tout cas, et surtout un Avenger à ce moment-là de l'histoire. Et donc, et quand il y a une menace, il peut pas s'empêcher d'y aller, donc du coup il prend du retard, il a des mauvaises notes, il se fait gronder par sa mère, sa grand-mère et tout ça, et donc du coup c'est assez voilà. Et puis comme il est pas encore hyper, enfin il est doué comme super-héros, mais il est pas complètement complet, il est obligé de souvent de se faire aider par Peter Parker Spider-Man. Et voilà, alors il y a énormément de plaisir à cette lecture. Moi je l'ai relu, je l'avais lu en VO quand c'était sorti, et je l'ai relu la semaine dernière à sa sortie justement également. Quel plaisir de découvrir un comics bourré d'action, d'humour, de fraîcheur, avec un dessin absolument génial. Ça fait partie des personnages, vous savez, moi je suis pas très pour le remplacement systématique d'abord je suis pas pour les doublons, qui est de Spider-Man, de Hulk, ça m'énerve, de Wolverine, etc. Là pour le coup ça passe, parce que Miles Morales a une vraie personnalité et plutôt bien. Je suis pas non plus pour la diversité à tout prix, non pas que je sois contre la diversité, parce que c'est pas du tout le cas. Ce que je veux dire, c'est que sous couvert de politiquement correct, vouloir absolument imposer des personnages, alors là pour Miles Morales ça passe bien, mais devoir féminiser ou coloriser ou voilà. Nous on aime les héros, et finalement peu importe qui ils sont, voilà. Miles Morales on l'aime parce qu'il est Miles Morales, et on l'aime pas parce qu'il est latino ou black, on l'aime juste parce que c'est un bon personnage bien écrit, voilà. Il faudrait que Marvel vraiment se rende compte de ça, Thor, on aime bien Thor, mais Mighty Thor avec Jane Foster, on aime un peu moins, voilà. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on n'aime pas, c'est pas du sexisme, c'est juste que voilà, on peut créer des bons personnages féminins, il y en a plein des bons personnages féminins. Moi je suis amoureux fou de Jean Grey, je suis amoureux fou de Rogue, de Storm dans les X-Men. Ces personnages sont souvent très mal exploités dans les mini-séries ou les séries régulières qu'on crée sur ces personnages, et c'est vraiment dommage. Donc énorme plaisir.
dans cette série. Honnêtement, si vous voulez prendre votre pied en lisant du Spider-Man, lisez ça, parce que comme je l'ai dit, Miles Morales c'est un personnage vraiment intéressant, et voilà, et c'est tout ce qu'on demande aux comics, c'est des héros, des vrais héros, des personnages bien écrits, qui nous touchent, et dont on a envie de connaître le destin, et quand il leur arrive des trucs, waouh, on a le cœur serré et tout ça, et ben Miles Morales ça le fait. Donc voilà, donc c'est vraiment un personnage à part dans l'univers Ultimate et dans l'univers Marvel, et je trouve que c'est vraiment génial. Et regardez l'élégance du trait de Sarah Pikeli, c'est somptueux. Voilà, ça c'est un gros coup de cœur, si vous voulez, gros coup de cœur, et je vous invite vraiment à le lire si vous voulez débuter Spider-Man et Miles Morales. Ben, vous pouvez commencer par ça, parce que c'est vrai que du coup l'omnibus numéro 1 n'est plus disponible, le 2 sort, on l'a dit, début novembre. Faudra vraiment pas le rater si vous le voulez. Alors, toujours dans cette même collection Marvel Now, je ne prendrai que le premier tome, mais je le prends. C'est tout simplement le premier tome d'Extraordinary X-Men, donc ça se passe également après Secret Wars. C'est la série lancée par Jeff Lemire et dessinée par Humberto Ramos, et c'est vraiment à lire exclusivement pour le dessin d'Humberto Ramos, spécialement inspiré. Ça commençait bien, ça commençait super bien. Enfin, en fait, ça commence bien. C'est-à-dire que ce tome est excellent. Ce tome de création de l'équipe, du retour de Colossus, de Illyana, des retrouvailles, de la jeune Jean Grey qui a quitté les jeunes X-Men et qui fait maintenant partie des Extraordinary X-Men. Aurora en chef de file, d'avoir ce personnage qu'on adore depuis 30 ans. Enfin, être leader unique des X-Men, ben, c'est un plaisir fou. La jeune Jean Grey est un personnage qui malgré tout est hyper attachant. Bien entendu, Illyana qui aurait pu sombrer après la révolution mutante de Cyclope, eh bien reprend tout son sens. Quel plaisir, comme je l'ai dit, de retrouver cette équipe de X-Men avec Diablo, Iceman, Colossus, etc. Bon, ils ont mis Old Man Logan à la place de Logan, c'est pas grave. Graphiquement, c'est parfait. Voilà, ce premier arc, il est presque parfait. Moi, j'ai adoré le suivre, j'ai adoré le lire. Je l'ai lu en VO, je l'ai lu en VF. Je l'ai aimé dans tous les sens. Voilà. Après, la série Extraordinary X-Men a décliné vachement, parce que d'abord, ils se sont imposés de mettre Apocalypse, parce qu'il y avait un film qui s'appelait Apocalypse, et puis parce que il y a eu plein de dessinateurs. En fait, il y avait Humberto Ramos pour faire vendre du comics, et puis entre deux, ils vous nous foutaient des épisodes par des mecs qui étaient beaucoup moins doués et beaucoup moins connus, donc c'était un peu dommage. C'est un petit peu dommage d'ailleurs que cette tendance qu'a Marvel à mettre en scène des dessinateurs qui ne sont pas au niveau sur des grosses séries comme ça gâche un peu le plaisir. Et après, Jeff Lemire n'a pas tenu ses promesses, bien entendu, sur la longueur, et c'est un petit peu dommage. Mais bon, il a été débarqué, la série a été relaunchée, elle a disparu puisque le titre Extraordinary X-Men n'existe plus. Maintenant, c'est X-Men Gold et X-Men Blue, vous le savez. En tout cas, beaucoup de qualité dans ce premier tome. Je pense pas que je prendrai les suivants, mais celui-là, je l'ai pris, et je vous invite vraiment à faire de même. Voilà, c'est vraiment particulièrement excitant. Alors, toujours chez Marvel Now, quelle bonne idée de nous sortir, Inhuman. Ce n'est pas Inhumans, ce n'est pas les Inhumains, c'est une série qui s'appelle Inhumain, tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est que cette série? C'est tout simplement la série de Charles Soule, lancé par Joey Madureira et Charles Soule. Ils ont fait 3 numéros ensemble, puis c'est Ryan Stegman qui est arrivé. On a les 6 premiers épisodes de Inhuman, donc sans S, la première série. Après ça a été relaunché en Inhumans ou en Uncanny Inhumans, je sais plus, toujours avec Charles Soule, parce qu'il a quand même fait une tripotée d'épisodes. Et il y a les 2 one-shots qui étaient un peu des préludes, mais des préludes de haut de gamme, qui s'appelaient Inhumanity, eux scénarisés par Matt Fraction, et dessiné tour à tour par beaucoup de dessinateurs, dont Olivier Coipel, qui avait fait qu'un demi-épisode d'Inhuman, d'autres dessinateurs comme je ne sais plus qui, et parce que je les ai plus en tête, mais je vais retrouver, avec des bons dessinateurs, et donc quel plaisir de retrouver Olivier Coipel sur les Inhumans. En fait, ils avaient vraiment mis les moyens quand Marvel a voulu sortir les Inhumans, parce que pensant faire à plus tard un film, et plus tard une grosse franchise. Il se trouve que le comics n'a jamais vraiment pris. Il se trouve que la série télé est un fiasco à la fois commercial et esthétique, a priori, de ce que j'ai pu en lire. J'ai pas vu personnellement. Donc, mais au début, Marvel avait vraiment mis de gros moyens sur la série, et c'était particulièrement chouette. Le deuxième one shot Inhumanity était dessiné par Nick Bradshaw. C'était vraiment excellent. Donc finalement, de ce qu'il faut retenir de Inhuman, je pense, parce qu'en fait en comics il y a eu des bons épisodes. Donc il y a eu ceux-là, il y a la suite, parce qu'après il y a encore 12
12 numéros dessinés par Ryan Stegman sur un scénario de Charles Soule. Après, il y a des épisodes dessinés par Steve McNiven et Brandon Peterson. Je crois que ça s'appelait Uncanny Inhumans. Il y a eu plein d'épisodes très chouettes. Après, ça c'est devenu un petit peu bizarre. Il y a eu plein de séries dans tous les sens. Mais l'intention était bonne. Et en tout cas, les épisodes sont bons. Donc voilà, ça c'est du Ryan Stegman, c'est plutôt chouette. Et du Joey Madureira, je vais vous montrer un petit peu parce qu'il a quand même fait des merveilles. Quel plaisir de voir Joey Madureira. C'est tellement rare et tellement bon. Que on en redemande, on aimerait qu'il dessine plus souvent, on attend son Battle Chasers, le retour pour l'année prochaine, ça devait arriver cette année, ça a encore été décalé. Regardez sa Médusa comme elle est belle, je vais vous montrer d'autres pages de Médusa. Il nous refait un petit Captain America, c'est toujours un plaisir de le voir dessiner du Captain America. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Voilà, regardez Médusa, c'est ça que je voulais vous montrer. Bam, Médusa par Joey Madureira, regardez comme ça pète. Voilà, donc moi à la base je suis pas un grand fan des Inhumans. Tout ce que j'aime des Inhumans, c'est ce qu'a pu faire Kirby, pour le côté massif, ces héros pas comme les autres, ce sont des inhumains et ils avaient des gueules d'inhumains parce que Kirby dessinait les humains avec des grosses mâchoires, avec des grosses épaules, avec des gros muscles et tout ça. Et donc du coup, si vous voulez, on s'est retrouvé avec une série finalement très très peu suivie. Moi j'aimais bien les Inhumans, mais je pouvais pas. Enfin, j'aime tellement les X-Men que à une époque il était question que les Inhumans remplacent les X-Men, et finalement je suis content qu'ils aient gardé les deux parce que là d'abord pour le coup ça a donné une très bonne série et beaucoup de moyens mis dessus, et donc ça fait des bons épisodes. Donc si vous voulez vraiment découvrir les Inhumans, c'est plutôt excellent. Voilà. Alors on va faire un tour du côté de chez nos amis de Glénat Comics, puisque sort la semaine prochaine le 4e tome de Lady Mechanika en VF. Donc enfin le 4e, comme vous voyez, magnifique édition comme toujours. Celui-là a la particularité d'avoir 2 mini-séries. La première mini-série avait été coupée en deux dans 2 tomes, ça avait été une aberration, nous le savons. La deuxième mini-série était sortie dans le tome 3, c'était les tablettes de la destinée. Le tome 3 et 4 américain, donc The Lost Boy of West Abbey, les enfants perdus de West Abbey, et l'autre série qui s'appelle La Dama de la Muerte, regardez comme c'est magnifique, en 3 parties. Donc la première saga est en 2 parties, celle-là est en 3, ça vous fait 5 épisodes de Lady Mechanika, c'est quand même pas rien, magnifiquement dessiné par bien entendu Joey Benitez. Regardez comme c'est somptueux, avec des magnifiques couleurs. Martine Montiel finit bien entendu les dessins, fait l'ancrage et tout ça, les décors. Un travail à plusieurs mains et un travail de qualité. Pour moi, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos parce que j'en ai parlé plusieurs fois, mais clairement Lady Mechanika, La Dama de la Muerte, c'est la série la plus aboutie graphiquement, la plus intéressante parce que ça va aux racines, ça se passe au Mexique, et évidemment Joey Benitez est d'origine mexicaine, et ça nous parle de la fête des morts, ça nous parle bien entendu de ce qu'est la Toussaint chez nous, mais là-bas c'est la fête des morts, avec graphiquement un univers complètement fou et complètement taré, avec ses masques et toute cette santeria, ce vaudou et cette croyance sur les morts, etc. C'est vraiment quelque chose de fascinant. Regardez comme les dessins sont somptueux. J'ai adoré cette série, vraiment je l'ai trouvé magnifique. Voilà, donc le 4e tome est disponible dès à présent, non, il sort la semaine prochaine, mais il est dès à présent disponible notamment en précommande sur originalcomics.fr, vous le savez. Et le 5e tome arrivera, puisque The Clockwork Assassin, la 5e mini-série, est en train de se terminer aux États-Unis, et donc du coup ça sortira certainement l'année prochaine, en 2018, chez Glénat Comics. Gros succès pour Lady Mechanika, puisque nous sommes à plus des milliers, enfin ça dépasse le microcosme des lecteurs de comics qui achètent du Spider-Man et du Captain America. Pour le coup là c'est des milliers et des milliers de lecteurs, vous êtes très très nombreux, c'est un gros carton et c'est tant mieux, et je suis ravi. Donc si vous l'avez jamais commencé, vous pouvez, les 3 premiers tomes sont toujours disponibles. En tout cas, le 4e sort, et celui-là tient ses promesses. J'ai envie de dire qu'il relance la série complètement, voilà. Puisque les 2 sagas sont complètement folles, il y a du steampunk à fond, les machines sont belles, les décors sont superbes, toute l'inventivité qu'il y a par rapport à voilà, tout le génie graphique, et parce qu'en fait le steampunk c'est intéressant pour 2 raisons. C'est intéressant pour
les personnages, les costumes, le côté victorien, le côté Jules Verne, le côté Gustave Eiffel avec ses boulons et ses inventions, notamment très Jules Verniennes. Ce qui est hyper intéressant, c'est les machines aussi. Et ça manquait peut-être un petit peu dans les séries précédentes. Et plus on avance dans les séries, plus il y a de machines, de robots, de choses qui parlent, de vapeur, parce que ça reste du steampunk, donc il faut quand même qu'il y ait tout ça. En tout cas, voilà, énorme plaisir pour Lady Mechanica tome 4. C'est vraiment l'épisode à ne pas rater. Voilà. Si vous aviez des doutes sur Lady Mechanica après la lecture de la première et de la deuxième série, parce que vous dites c'est beau, mais ben là vous allez changer d'avis, voilà, tout simplement. Magnifique série. À ne pas rater non plus une série belle prise pour Glénat de comics avec la série Shutter de Joe Keating, qu'on avait vu sur les séries de Rob Liefeld. Un comics vanté notamment par Scott Snyder qui a adoré, donc c'est quand même un gage de qualité. Ça nous parle de la descendante d'une dynastie de grands explorateurs qui est une véritable célébrité et qui visite des contrées et qui va être face à son destin, dans le sens où vivre sur la légende des anciens c'est bien, mais prouver sa valeur c'est mieux. Voilà, c'est un joli récit initiatique et graphiquement c'est assez intéressant, je dois l'avouer, puisque c'est très bizarre, mais c'est très joli. Voilà, donc ça fait partie des nouveautés de la rentrée de chez Glénat. Et si vous allez acheter Lady Mechanica, puisque vous allez aller l'acheter, vous pouvez également aller faire un tour sur Shutter. Voilà, tome 1 Errance, disponible bien entendu sur originalcomics.fr. Chez Urban Comics, un comics au format strip dans la collection Urban Strip, comme à Gare du Nord par exemple, c'est The Private Eye de Brian Kevogan et Marcos Martin. Qu'est-ce que c'est que ce comic? C'est un ovni total. C'est un ovni total dans le sens où c'est un comics à l'italienne, donc comme des strips, dessiné par Marcos Martin, qui a fait beaucoup d'épisodes de Spider-Man et Daredevil, vous le savez, qui était assez rare. Et c'est un projet un peu fou qui a été publié sur internet toutes les semaines ou tous les mois, je me souviens plus bien, et qui marchait sur le principe de la donation. Ils avaient fait un site internet, Marcos Martin et Brian Kevogan, et on pouvait le lire gratuitement si vous voulez, on pouvait télécharger le PDF toutes les semaines. Et on pouvait donner un peu. Moi je me souviens, j'avais lu le premier épisode et j'avais donné 3$, parce que je m'étais dit un comic ça coûte souvent 2,99$. Et ben je me suis dit je vais donner 3$. Et j'avais donné 3$ à l'époque. Et il y a des milliers de personnes qui ont fait comme moi. Et ça a permis de financer le truc. Et à la base ça devait pas sortir en papier, mais Image Comics l'a sorti. Et puis du coup Urban l'a sorti aussi, parce qu'ils sortent quasiment tous les titres indépendants de Brian Kevogan, et c'est tant mieux. Alors l'histoire elle est très bien, elle est assez folle. En fait le cloud dans lequel on stocke tous nos informations, ou quasiment tous aujourd'hui, nos photos, nos souvenirs et tout ça, et nos souvenirs les plus inavouables, a explosé. Et donc tous les secrets sont rendus publics, donc tout le monde peut tout voir, et donc du coup c'est un peu la honte, parce qu'on a tous des choses à cacher. Et donc du coup, plutôt que cacher les choses, on décide de cacher les gens. Et donc du coup, on est dans un monde un peu futuriste, dans une société où tout le monde vit masqué, avec plusieurs identités, où on ne sait plus qui est qui, même Marie-Ange Nardi ne serait pas capable de nous le dire, et dans un monde dangereux. Et dans un monde où, comme je l'ai dit, tout le monde avance masqué, et il n'y a plus de technologie, il n'y a plus d'internet, et il n'y a plus tout ça, où on doit faire appel à des espèces de détectives privés pour retrouver des informations, et il y a un petit côté old school à l'ancienne dans tout ça. C'est d'une richesse folle, hein, c'est magnifiquement écrit. Il faut aimer le dessin de Marcos Martin, moi j'aime beaucoup Marcos Martin, j'ai adoré ce qu'il a fait sur Spider-Man et surtout sur Daredevil, et c'est un énorme plaisir de lire et découvrir cette série. Voilà. Donc tout ça est disponible sur originalcomics.fr bien entendu. Tout ça est disponible dans toutes les librairies, vous pouvez le trouver partout, c'est du Urban, donc forcément c'est magnifiquement distribué, puisqu'ils font un travail absolument dingue, et c'est un comics vraiment un ovni, complètement recommandé, et complètement jubilatoire, comme souvent chez Brian Kevogan, qui a fait des merveilles avec Saga et Y le dernier homme, qui devrait faire l'objet d'ailleurs d'une adaptation en série télé certainement. Voilà. The Private Eyes, disponible sur originalcomics.fr. On termine avec deux petites choses, parce que j'aime bien faire des petites parenthèses à la fin, vous le savez. On a en exclusivité le sketchbook de Frank Quitely, The Art of Comics, qui est le catalogue de son exposition à Glasgow l'année dernière, qui reprend des dessins inédits, toute sa carrière. C'est un
petit book de seulement 32 pages, hyper rare, et c'est surtout un petit prix. C'est ça qui est hyper avantageux, ça coûte moins de 10 euros. Et donc c'est disponible sur originalcomics.fr. Et je ne résiste pas au plaisir de vous parler du dernier cinéma teaser avec un très bon dossier sur Star Wars numéro 68 que j'ai lu dans le train il n'y a pas plus tard qu'hier, avec toujours autant de plaisir. C'est un magazine que je prends plaisir à lire dans les transports. Voilà, tout ça est disponible. Eh ben, l'émission touche à sa fin. J'ai le bouton qui clignote parce que j'ai plus de batterie. Tout se finit bien, donc c'est magnifique. C'était la 262e émission. On se retrouve très bientôt. Je sais que vous aimez cette émission et que vous l'attendez. On va pousser pour en faire beaucoup plus. Salut, ciao.